Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Il y a des échelles de temps inatteignables par l'humain. Les millions d'années nécessaires à plisser une roche de la croûte terrestre resteront à jamais qu'un concept abstrait pour notre temps de vie. Tout comme la vitesse de la lumière ou des mouvements au cœur des atomes qui composent la matière. Jusqu'aux années 90-2000 et la réalisation par Anne Lhuillier de flashs lumineux si rapides qu'ils pourraient permettre d'immortaliser les secrets des molécules. Zoom dans un champ de recherche théorique et expérimental tout nouveau, la science de l'attoseconde. Avec nous en plateau, nous recevons pour cette émission Morgane Vacher. Bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes chercheuse CNRS en chimie au laboratoire Sésame pour chimie et interdisciplinarité, synthèse, analyse et modélisation de Nantes Université. Je ne me suis pas trompée sur le nom? C'est bien ça. C'est bien ça. Vous êtes notamment médaillée de bronze du CNRS 2024 et vous utilisez des approches théoriques pour développer le concept d'attophotochimie. On va en parler. Une chimie qui est contrôlée par des lasers en attosecondes aux impulsions si rapides qu'elle permet de capturer le mouvement des électrons qui forment des liaisons chimiques. On va expliquer, on va décortiquer pendant l'heure qui suit. Cette émission est en co-animation avec Jérémy Frexas. Bonjour Jérémy. Bonjour Sophie. Et toutes les sources seront à retrouver en description et sur notre site internet. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Alors parlons déjà de cette unité de mesure qui fait le titre de notre émission et qui va graviter autour de notre sujet pendant au moins une heure, l'attoseconde. Une seconde, c'est 1000 millisecondes. C'est également 1 million de microsecondes. Mais ça ne s'arrête pas là. Nano, pico, femtoseconde, jusqu'à l'attoseconde qui correspond à un trillionième de seconde, soit 10 puissance moins 18 secondes. Bon bah super, quand on a dit ça, on n'a rien dit, on ne sait pas ce que ça représente. Alors voici quelques éléments de comparaison pour mieux comprendre ce qui est hallucinant et ce dont on parle. Il s'est écoulé plus d'attosecondes en une seconde que de secondes depuis la naissance de l'univers. Déjà ça donne le tournis. Alors si on revient à la vitesse de la lumière, dont on parlait en introduction, si en une seconde, la lumière a le temps de faire un aller-retour Terre-Lune, en une attoseconde, elle a tout juste le temps de traverser une molécule. Alors avant de revenir un petit peu sur les bases de la chimie, Morgane Vacher, c'est quand la première fois que vous avez entendu parler de l'attoseconde ? Je pense que c'était pendant un stage de recherche que j'ai fait en master à Londres. Donc je travaillais sur la photochimie théorique et l'équipe dans laquelle je travaillais venait de recevoir un projet, une bourse pour faire de la recherche sur les attosecondes. Donc là, vous avez découvert le thème et j'imagine que vous avez très vite compris le côté hallucinant de ce truc tout petit, si rapide. Oui, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on était limité aux échelles de temps femtosecondes. Donc une femtoseconde, c'est 10 moins 15 secondes. Donc dans une femtoseconde, il y a 1000 attosecondes. Et c'était notre échelle de temps un peu de référence. Donc pour vous donner les ordres de grandeur, la femtoseconde, c'est l'échelle de temps sur laquelle les noyaux ou les atomes bougent. Et là, avec l'attoseconde, on avait accès à une nouvelle résolution temporelle qui est l'attoseconde et l'échelle de temps intrinsèque du mouvement des électrons. Et donc, ça ouvre plein de possibilités. Alors, c'est super parce que justement, on va repartir un petit peu des bases pour être sûr que tout le monde qui nous écoute sache de quoi on parle, ce qui va nous permettre d'aller très très loin d'ailleurs. Vous êtes donc chimiste. Un atome, c'est quoi ? Alors, les atomes sont les briques de construction élémentaires de la matière. Toute la matière, quelle que soit la matière, qu'elle soit vivante ou non, est faite d'atomes. On peut les imaginer comme des toutes petites billes, toutes petites. Donc un atome, la taille d'un atome, c'est l'angstrom, donc c'est 10 moins 10, 10 exposant moins 10 mètres. Donc c'est vraiment tout petit. Et donc on a parlé des électrons et du noyau, c'est deux choses différentes ? Oui, alors un atome est composé d'un noyau et d'un ou plusieurs électrons. Donc le noyau est au centre.
Et, il est très 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 compact. C'est lui qui contient la majorité, la quasi-totalité de la masse de l'atome. Donc on est sur des 10-26, 10-27 kg, la masse d'un noyau, et qui est la quasi-totalité de la masse de l'atome. Et le noyau, lui, il fait la taille de l'atome, c'est 10-15 mètres. Donc c'est vraiment très petit, et c'est vraiment très contact. Très compact. Et ensuite, on va avoir un ou plusieurs électrons qui vont graviter autour du noyau. Donc un atome peut avoir un seul électron, il peut en avoir 10 ? Il peut en avoir 10, il peut en avoir plusieurs, plus ou moins. Et donc les électrons sont vraiment très petits, très légers. La masse d'un électron, c'est 1000 fois plus léger que la masse du noyau. Et pour se rendre compte un petit peu, donc si on imagine que les électrons ils gravitent autour du noyau, comme un peu un satellite peut graviter, comme la Lune peut graviter autour de la Terre, pour se rendre compte un petit peu de la taille, j'avais fait le calcul, il faudrait augmenter la distance entre la Terre et la Lune de 3000 pour avoir la distance à laquelle un électron peut graviter par rapport au noyau. Donc si la Terre est un noyau d'atomes, voilà. on va dire ça, la Lune est beaucoup trop proche si elle devait représenter un électron. Il faudrait la pousser de 3000 km ? 3000 fois la distance. Ah non, de 3000 fois la distance. Ouais, Terre-Lune. Ah oui, pas juste 3000 km. Non, donc la Lune se barre à des très loin, on ne la voit plus. Exactement. C'est juste pour représenter que le noyau est vraiment très compact. Il y a quelques électrons qui tournent autour, mais la matière est principalement composée de vide, en fait. Et ces atomes, on en connaît des noms. On connaît l'atome de carbone, par exemple, ou l'atome d'oxygène. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve. Et là, je vais dire un mot qui va nous faire tressaillir. Ça va nous rappeler nos années collège et lycée. Dans le tableau périodique des éléments, c'est ça, c'est la grande famille de tous les atomes qui existent. Oui, voilà, c'est ça qui est répertorié. Il y a les différents atomes qui existent. Et ce qui est intéressant, c'est que les atomes, ils peuvent s'assembler entre eux. En partageant des électrons, en mettant en commun des électrons, ils peuvent former ce qu'on appelle des liaisons chimiques. Et donc l'assemblage de plusieurs atomes, ce qu'on appelle des molécules. Donc les molécules, c'est plusieurs atomes ensemble qui sont liés chimiquement, mais ce n'est pas un pont physique. C'est quelque chose d'électronique, c'est des forces. C'est quoi ces liaisons chimiques ? C'est ça, c'est des électrons qui vont être mis en commun pour rendre plus stable la matière. Donc les électrons sont partagés entre deux atomes, par exemple ? Oui. Et ça fait une petite molécule qui se tient ensemble. Voilà. Ok. Une fois qu'on a des molécules, est-ce que ces molécules entre elles, elles peuvent réagir, il peut se passer des choses ? Alors, il peut se passer des choses entre plusieurs molécules, mais même au sein d'une même molécule. Donc, on a parlé de ces liaisons chimiques, mais ces liaisons chimiques, elles ne sont pas permanentes. Elles peuvent se briser, elles peuvent se casser, mais elles peuvent aussi être de nouvelles liaisons chimiques qui peuvent se former. Et donc, la transformation de molécules en d'autres molécules par le fait de casser ou de former de nouvelles liaisons, c'est ce qu'on appelle une réaction chimique. Donc il peut y avoir comme une espèce d'opération mathématique, une molécule plus une autre molécule égale une troisième molécule, par exemple ? Oui, donc avec conservation de la matière, le nombre d'atomes, le nombre d'atomes de carbone à gauche et à droite de l'équation vont rester les mêmes. Mais oui, on peut voir ça comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des molécules qui s'assemblent ou qui se séparent ? Est-ce qu'on sait un peu comment ça marche, ça ? Ça répond aux lois de la physique. La chimie est l'étude de la matière, et donc des atomes et des molécules, et des transformations de la matière, donc des réactions chimiques. Mais on parle plutôt de lois physiques pour expliquer tous les processus au sein de cette matière. Et comme vous êtes chimiste, ce n'est pas votre domaine. On s'éloigne un petit peu. Alors, quand on parle de cet environnement extrêmement petit, vous avez dit tout à l'heure des ordres de grandeur complètement dingues, difficiles à imaginer. On parle de quantique. Déjà, quantique, c'est qui réfère aux atomes, pardon ? Pas forcément. La quantique, la mécanique quantique, c'est un ensemble de lois qui va permettre d'expliquer certains processus. Et on met souvent en opposition la quantique avec le classique. Et donc, il y a certaines propriétés, certains principes qui sont propres à la mécanique quantique. Donc, par exemple, la discrétisation des niveaux d'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors là, je vais prendre l'exemple du toboggan. Avec d'un côté une échelle et de l'autre côté la glissière sur laquelle on descend le toboggan. Et la glissière va représenter la mécanique classique
Et l'échelle va représenter la mécanique quantique. Donc en mécanique classique, je peux poser un objet n'importe où sur la glissière. C'est possible, je peux poser cet objet. Et je peux lui donner plus ou moins d'énergie en posant cet objet plus ou moins haut. Si je laisse cet objet qui glisse jusqu'en bas, il va arriver avec plus ou moins de vitesse. Et plus je le mets haut, plus il va arriver avec de la vitesse parce que je lui ai donné plus d'énergie. Donc ça, c'est en classique où il y a une continuité des niveaux d'énergie qui sont autorisés. En mécanique quantique, c'est du côté de l'échelle. Alors, il faut imaginer que les barreaux de l'échelle ne sont pas forcément des niveaux... les espacements ne sont pas forcément très réguliers. Mais en tout cas, il y a des barreaux. Et je peux poser mon objet seulement sur ces barreaux. Ça veut dire qu'il y a seulement un niveau d'énergie qui vont être autorisés. C'est ce qu'on appelle la discrétisation des niveaux d'énergie. Et donc les électrons, qui sont des particules très petites, obéissent aux lois de la mécanique quantique. Et donc il va y avoir certains niveaux d'énergie qui vont être autorisés pour les électrons. Le barreau le plus bas, l'énergie le plus bas, on parle du niveau d'énergie fondamentale. Et ensuite, on aura des niveaux excités pour les barreaux qui sont plus hauts. C'est important ces métaphores, on va pouvoir les utiliser par la suite, mais ça permet de se rendre compte que l'électron, notre espèce de lune, si on reprend la métaphore lune-terre de tout à l'heure, donc l'électron qui gravite autour du noyau de l'atome, il ne reste pas toujours au même endroit. Il peut monter dans des barreaux de l'échelle ou descendre ? Exactement, il peut monter, il peut descendre. Alors, si on veut faire monter l'électron, parce qu'a priori, on est en bas de l'échelle pour commencer, si on veut faire monter l'électron, il va falloir lui apporter de l'énergie. Et une source d'énergie qui est possible, c'est la lumière, les photons qui sont dans la lumière. Alors, quelque chose qui est important, c'est que le photon, donc l'électron va être capable d'absorber le photon et monter d'un étage, mais seulement si l'énergie du photon correspond exactement à l'écartement entre deux barreaux. S'il lui apporte moins d'énergie, ce n'est pas possible, mais s'il en apporte trop, ce n'est pas possible non plus, parce qu'il ferait passer l'électron à un endroit où il n'y a pas de barreau. Et donc l'électron ne peut pas absorber ce photon de cette énergie-là. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, quand il y a un niveau d'excitation, est-ce que ça excite l'électron ? Oui. C'est ce terme-là ? Exactement. L'électron va ensuite se trouver dans un niveau excité. Donc un barreau plus haut, ce sont des niveaux d'énergie excités. Donc autour de notre atome, parfois... qui se positionnent en molécules, où il y a plusieurs atomes, les électrons peuvent avoir différents niveaux d'énergie en fonction de leur interaction avec la lumière. Voilà. Ok, ça déjà, c'est important qu'on le note, qu'on se le garde en tête. Il y avait aussi une métaphore du cylindre. C'était quoi cette métaphore-là ? Oui, alors la métaphore du cylindre, c'est pour illustrer la dualité onde-particule, ou on dit parfois aussi dualité onde-corpuscule, qui veut dire, c'est un principe donc de la mécanique quantique, qui veut dire qu'un objet peut présenter des propriétés d'onde et également de particules. Alors ça peut paraître pas possible en mécanique classique. Et en fait, pour illustrer ça, donc il y a la métaphore du cylindre. Sur un espace à 2 dimensions, un plan, on peut dire qu'on ne peut pas avoir des propriétés de disque et des propriétés de rectangle à la fois. Ce n'est pas possible. C'est contradictoire. Sauf que si on passe à 3 dimensions, si on se passe dans un espace à 3 dimensions avec un cylindre et qu'on regarde le cylindre d'un angle ou bien d'un autre angle, si on regarde le cylindre dans l'axe du cylindre et qu'on le projette sur un espace à 2 dimensions, on va avoir un disque. Si on regarde le cylindre dans un axe qui est perpendiculaire à l'axe du cylindre, on va voir un rectangle. Et donc en fait, le disque, donc le cylindre permet de réconcilier ces 2 types de propriétés, et le disque et le rectangle sont 2 façons de voir le cylindre. De la même manière que ondes et particules peuvent être 2 façons de voir la matière, de voir les électrons. Donc il n'y aurait pas les ondes d'un côté, les particules de l'autre. Le cylindre, si on prend par exemple une canette d'une boisson favorite, si on a la canette dans la main et qu'on la regarde, on peut voir que c'est juste un rectangle, alors que si on la regarde de haut, et qu'on cherche à ouvrir cette canette, on voit que c'est juste un cercle. Voilà. Donc ce serait à peu près pareil pour les électrons. Ils peuvent être à la fois des ondes, donc quelque chose de... une onde, je ne sais pas comment la décrire, ou une particule, donc une petite boule. C'est ça. Donc les 2 ne sont pas incompatibles, ça peut être les 2 en même temps ? Les 2 ne sont pas incompatibles. À chaque fois qu'on fait une observation, on va pouvoir avoir des propriétés d'ondes et de particules suivant le type d'expérience qu'on fait. Oui, j'imagine que du coup, c'est des propriétés différentes. Oui. Et donc, donc vous avez parlé d'ondes. Ça illustre le fait que les électrons sont délocalisés. Leur position n'est pas un point précis dans l'espace, mais il y a en fait une distribution
des électrons dans l'espace qui donc traduit cette délocalisation des électrons et qui traduisent en fait une probabilité de trouver l'électron à certains endroits de l'espace. On ne peut pas, en regardant le barreau de notre échelle, pour savoir à quel niveau d'excitation il est, on ne peut pas dire il est exactement là. On sait qu'il est dans une zone. Non. Oui, D'accord. voilà, c'est ça. On sait qu'il est dans une zone. Enfin, il y aura une fonction, en fait, une fonction d'onde qui va permettre de décrire cette délocalisation. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand on va exciter l'électron, la fonction d'onde ne va pas être la même. La distribution des électrons dans l'espace va être modifiée. Et là, ça mène à des processus intéressants, parce que si on a dans une molécule, si on a une autre distribution des électrons dans l'espace, au début, on a parlé que les électrons, c'était ça qui était partagé pour faire les liaisons chimiques. Donc, avec une distribution dans l'espace des électrons qui est différente, dans des molécules qui vont être excitées par la lumière, et il va pouvoir avoir des réactions chimiques qui vont être différentes. Et donc, c'est ce qu'on appelle la photochimie. Ce sont des réactions chimiques induites par la lumière grâce à l'excitation des électrons. C'est merveilleux puisque la photochimie est notre prochain sujet. On va en parler avec Jérémy, mais juste avant, petite remise dans le contexte. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de choses passionnantes et qui sont encore au cœur de la recherche scientifique. En 2023, par exemple, Anne L'Huillier, Pierre Agostini et Ferenc Krauss ont reçu le prix Nobel de physique pour une science nouvelle basée sur l'attoseconde qu'on a définie en début d'émission. Anne L'Huillier, qui dans les années 90 a utilisé un laser pour produire des flashs lumineux extrêmement rapides dans des conditions extrêmes. Ensuite, Pierre Agostini et Ferenc Krauss ont mesuré la durée de ces flashs. C'est donc une attoseconde. On écoute Anne L'Huillier parler de sa découverte à la chaîne Arte. Si je veux expliquer ma recherche à un enfant de 5 ans, je dirais volontiers qu'on essaye de faire des films de choses qui vont très 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 vite. Nous, on essaye de voir les atomes et les électrons dans les atomes qui vont très 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 vite avec une caméra qui peut filmer des choses qui vont très vite. On a beaucoup décrit notre domaine comme les paparazzi de l'infiniment petit. On cherche à mieux comprendre la nature, on cherche à mieux comprendre des processus, des réactions comme la photosynthèse, comme ce qui se passe dans les photovoltaïques. Et si on comprend mieux, on va pouvoir améliorer les choses et peut-être d'une façon qui impacte notre vie quotidienne. On a un sentiment un petit peu vertigineux d'être capable de faire cette recherche. Quelque part, il y a une partie de nous qui dit « Oh, c'est quand même cool, si je peux m'exprimer de cette façon-là. » C'était donc Anne L'Huillier qui répondait à Arte. Le lien vers la vidéo sera en description du podcast. Alors en ce qui vous concerne, Morgane Vacher, l'idée n'est pas tant d'observer ce qui se passe à l'échelle électronique, mais plutôt d'agir sur les propriétés énergétiques des électrons, vous nous l'avez dit. Alors avant de parler un peu plus amplement de votre sujet de recherche, arrivons à la photochimie. Vous avez mentionné juste avant qu'on puisse écouter cet extrait. Donc dans photochimie, on a envie de reconnaître photo, la lumière. C'est aussi en lien avec photon, que vous nous avez introduit tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par expliquer ce que c'est qu'un photon ? Alors un photon, c'est on parlait de la dualité onde-particule, c'est possible pour la matière, c'est aussi possible pour la lumière. Souvent la lumière est décrite comme une onde électromagnétique, mais elle est aussi constituée de particules. Parfois, certaines expériences font apparaître des propriétés de particules, et donc les photons sont les particules élémentaires de la lumière. Et donc, vous nous avez dit tout à l'heure que lorsque ces particules rencontrent un électron, il y a possibilité pour l'électron de gravir un barreau de l'échelle, exactement. Mais vous nous avez dit qu'il faut qu'il y ait en gros la bonne quantité d'espace entre les deux barreaux. Alors, à quelle propriété de la lumière ça fait référence ici ? Ça fait appel aux propriétés de particules, exactement. Il faut que le photon ait exactement la bonne énergie pour correspondre à l'écartement entre deux barreaux. Et donc ça, par rapport à la lumière, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut facilement contrôler ? Alors moi, ce n'est pas mon travail parce que je ne suis pas expérimentatrice, mais il y a tout un développement de laser qui est fait pour développer des lumières à différentes longueurs d'onde ou différentes énergies de photons. D'accord, donc en gros, le lien entre l'énergie de la lumière et la lumière, ça va être lié à sa longueur d'onde, c'est ça, sa couleur ? C'est ça. Juste auparavant, pareil, vous nous avez dit que finalement, l'intérêt de la photochimie, c'était d'exciter les molécules pour permettre une nouvelle distribution des propriétés énergétiques des électrons.
et donc autoriser de nouvelles réactions. Ouais, des propriétés électroniques, je dirais. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager un exemple de réaction qui serait permise par la photochimie, par exemple, qui n'est pas possible sans cette excitation? Oui, bien sûr. Donc, les réactions photochimiques, elles se produisent dans la nature, on en connaît. Il y a par exemple la photosynthèse des plantes qui permet d'utiliser l'énergie lumineuse pour fabriquer ensuite des sucres qui seront utiles à la plante. Il y a aussi le phénomène de la vision. Il y a des photons qui arrivent jusqu'au fond de notre œil et qui déclenchent un certain nombre de réactions chimiques que nous, ensuite, on interprète comme une image, comme des couleurs, etc. Et il y a aussi des réactions chimiques qui sont utilisées dans des applications. On parlait de l'énergie solaire. Pour la transition énergétique, les panneaux photovoltaïques, au tout début du processus, avant la fabrication d'électricité, il y a la captation de l'énergie solaire et une réaction électrochimique, on libère un électron. Et donc, il y a au départ du processus une réaction photochimique. Mais également dans l'imagerie médicale, en santé, on peut utiliser des processus photochimiques. Et Anne Lhuillier, dans l'extrait, nous abordait finalement le concept de regarder la petite échelle. Elle évoquait le terme de paparazzi. Est-ce que dans la photochimie, il y a aussi cette idée de pouvoir observer des choses à petite échelle ? Alors, les réactions photochimiques sont à petite échelle par définition. Et oui, on va avoir, pour essayer de les comprendre, de mieux comprendre ces réactions photochimiques, on va avoir envie de les observer, de prendre des photos, comme des paparazzis. Et donc, il y a un certain nombre d'études qui sont faites dans ce cadre, théorique ou expérimental. Et c'est vrai que souvent, on dit expérimentalement, par exemple, on va avoir un flash lumineux très court qui va pouvoir provoquer la réaction photochimique. Et ensuite, on va venir, dans les expériences pompe-sonde, on va venir avec un deuxième flash lumineux, un temps de délai après ce premier flash lumineux, pour observer, pour prendre une photo en quelque sorte du système à un certain temps après le début de la réaction. Et en prenant des photos comme ça à intervalles de temps très courts après le début de la réaction, on peut paparazzier et essayer de comprendre comment la réaction photochimique se passe. Merci pour ces premières réponses. Il est temps d'une première pause musicale, le temps pour la lumière de faire quelques allers-retours jusqu'à la Lune. Baguette de flanc qu'une claque amicale. Non, je ne suis pas. Non, je ne suis pas chinoise. Non, je ne suis pas. Non, je ne suis pas chinoise. Mitame minna nitete mo 長い歴史の中でごちゃごちゃ混ざってきたよ DNA. On simultané t'as qu'à manger t'es mort. J'étais tes clichés si t'y penses saccadé. C'est j'entends ni hao j'te au katana sans délai. Wow, non, je ne suis pas. Non, je ne suis pas chinoise. Non, je ne suis pas. Non, je ne suis pas chinoise. Hey, Aizu Bandai-san wa Takara no yama yo. Sasa ni kohane ga mata narisaru. 아시아 타이페이 양곤 자카르타 캄보지 아루 암브라바 티티티티베트 몽골 한국 서울 타일랜드北京베트남 남아 부산 상하이 네팔 마니라 라오스 타이완 인도 바리 호치민 스리랑카 방글라데시 신주쿠 도쿄 이스트 교치 과제 신호와드 타이페이 공부장 에디 게살 아스코 티티티베트 몽골 타이완 말리자니 부탄에리 기르기사北京이스트 기리에리 우즈베크 상하이 네팔이 루스라 소스 타이완 데 비안만 데 바리네 데 베리안 데 타이크 치테 타이디 샴파
Le son des sciences au Labo des Savoirs. C'était Chinoise de Maya Barou et nous sommes de retour en plateau avec Morgane Vacher, chercheuse CNRS en chimie au laboratoire Sésame de Nantes Université. Avant la musique, nous avions pu prendre le temps de poser quelques bases. C'est l'heure d'aller plus loin et de parler maintenant de votre sujet de recherche, l'ato-photochimie. Donc la chimie, on l'a compris, les atomes, les molécules, les interactions. La photochimie, comment la lumière est utilisée sur les réactions et quelles conséquences. Et donc l'ato-photochimie, le tout en une attoseconde ou presque. Alors Morgane Vacher, nous avons abordé la même façon dont la lumière pouvait influencer le déroulement d'une réaction chimique. En réduisant fortement la durée d'une impulsion laser, on voit apparaître les effets quantiques que nous avons commencé à décrire. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par expliquer un peu ce qui se cache derrière le principe d'incertitude temps-énergie, qui semble important pour comprendre vos travaux? Alors, le principe d'incertitude temps-énergie dit que plus un flash lumineux va être court, plus sa largeur spectrale va être importante. Alors, ça veut dire quoi la largeur spectrale? Ça veut dire que la distribution en énergie des photons, qui constituent la lumière dont on a parlé, va être grande. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une impulsion, un flash lumineux très 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 court, comme les flashs lumineux attosecondes, ils vont être constitués de photons qui vont avoir des énergies très différentes. On va avoir une distribution énergétique très large des photons qui constituent les flashs lumineux attosecondes. Ok, donc si par exemple je fais un parallèle avec le pointeur laser que j'utilise pour jouer avec mon chat, Ouais. vu que là il n'y a pas d'impulsion, quasiment tous les photons ont à peu près la même énergie qui correspond à la couleur du laser, c'est bien ça? C'est ça. Alors que vous, dans votre cas, vu que c'est très court, il y a une très grande diversité d'énergie simultanément. C'est ça. Donc, dans le laser, on va avoir une seule couleur, un photon d'une seule énergie, alors que dans les impulsions attosecondes, on aura plein d'énergie et donc plein de couleurs différentes si on est dans le domaine visible. Et ça, qu'est-ce qui va se passer lorsque ces photons vont rencontrer les électrons de la matière que vous irradiez? Et ben, c'est ça la grande question à laquelle j'essaye de répondre. Alors, on a une petite idée, en tout cas, on essaye d'étudier une hypothèse en particulier, qui est que, donc, vu que ces photons-là, on va avoir des photons avec des énergies très différentes, ils vont permettre à nos électrons de la molécule de ne pas faire la transition vers un seul barreau de l'échelle bien spécifique, mais ils vont exciter les électrons de la molécule sur plusieurs barreaux, sur plusieurs niveaux d'énergie excités à la fois et de façon cohérente. Et donc on parlait tout à l'heure d'une fonction d'onde qui était capable de décrire la délocalisation des électrons dans la molécule. Ce qui est intéressant ici, c'est que la distribution des électrons qu'on va avoir lorsqu'on est dans cette superposition de niveaux d'énergie, dans cette superposition de barreaux, qu'on appelle aussi paquets d'ondes, elle ne va pas être juste la moyenne des distributions des électrons dans chacun des barreaux. Dans un paquet d'ondes, on va en fait avoir des effets d'interférence quantique, des interférences entre les ondes qui correspondent aux différents barreaux, aux différents niveaux d'énergie. Alors peut-être juste pour revenir initialement à donc cette première idée que vous nous donnez, un électron qui peut être simultanément sur plusieurs barreaux, si j'ai bien compris. Ouais. C'est une histoire un peu de probabilité, c'est ça? Enfin, comment est-ce qu'on peut avoir simultanément notre électron sur plusieurs états différents? Oui, alors c'est là aussi une particularité de la mécanique quantique. La superposition d'états, c'est quelque chose qui est possible en mécanique quantique, qui est souvent illustré par le chat de Schrödinger, qui serait à la fois mort et vivant. C'est-à-dire qu'un objet peut être dans une superposition d'états. Donc on va avoir une fonction d'onde qui décrit ce paquet d'ondes, cette superposition d'états. Et en effet, il va y avoir des probabilités associées à chaque niveau d'énergie, à chaque barreau. Très bien. Et donc là, finalement, un électron qui sera en superposition, il a finalement une probabilité non nulle d'être dans plusieurs états. Et après, comme vous le disiez, ça dépend de comment on l'observe, c'est ça? Oui, si en cas d'observation, il y a j'ai plus le mot en français, le collapse wave function. Effondrement, je sais pas.
Je tente. Gardons collapse, parce qu'on a une émission so bilingual here. On laissera les auditeurs et auditrices chercher. Collapse. Mais le fait d'observer, en effet, ça va forcer, entre guillemets, la matière à choisir un état propre, un barreau d'énergie. La probabilité d'observer l'électron dans ce barreau va dépendre de la probabilité qu'il y a dans la fonction d'onde. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, les électrons dans cette superposition d'états, on ne va pas tout de suite les faire collapser. Mais on va utiliser le fait qu'ils sont dans cette superposition d'états cohérente et qu'il y a des effets d'interférence entre les différents niveaux. Donc on parlait tout à l'heure des réactions photochimiques qui sont permises parce que on a une distribution des électrons qui est différente que dans l'état fondamental, dans le niveau d'énergie le plus bas, le barreau de l'échelle le plus bas. Ici, on a potentiellement une réactivité chimique qui va être différente et qui va être nouvelle des réactivités chimiques qui sont induites par les états spécifiques, seuls. Oui, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure par finalement cet état est différent de la moyenne. C'est-à-dire que si peut-être j'essaie de résumer ce que j'ai compris. En gros, on ne va pas avoir une molécule sur deux qui va réagir de telle façon et une molécule sur deux qui va réagir d'une autre, et du coup on aurait deux réactions entre guillemets parallèles séparées. Là, il y a quelque chose de plus complexe qui émerge, quoi. Et c'est ça qui se cache derrière l'idée de cohérence, c'est ça ? La cohérence est en effet nécessaire pour observer cette chose qui est plus complexe, qui est potentiellement nouvelle, qui sont les effets d'interférence. Par interférence, on entend quoi exactement ? On peut utiliser par exemple l'image, donc une onde, si on jette un caillou dans une flaque, on va avoir des cercles qui grossissent, des petites vagues, des petits cercles qui grossissent dans l'eau. Si on jette deux cailloux à deux endroits différents, à un moment ces cercles vont se rencontrer et on va avoir ce qu'on appelle des... J'ai du mal à expliquer la science en français. Des franges d'interférence, je pense qu'on dit. Voilà, des franges d'interférence. Et donc c'est ça, ces effets d'interférence-là, qui sont là, pour coup, font appel aux propriétés encore là d'ondes des électrons. Oui, et vu que vous nous avez dit tout à l'heure que les électrons avaient aussi des propriétés ondulatoires, c'est eux qui vont créer ces motifs, c'est ça ? Oui, c'est les distributions électroniques qui créent ces motifs d'interférence, donc dans la distribution électronique. Et il s'agit d'une idée nouvelle. Est-ce que ça a déjà été observé, ça, entre guillemets, sur un terrain expérimental ? Parce que je pense qu'on l'a dit, mais vous êtes plutôt sur le volet théorique. Je ne sais pas si on l'a dit, mais oui, je suis sur le volet théorique. Alors c'est des idées qui sont assez anciennes, et donc les technologies attosecondes ont permis de tester ces hypothèses. Jusqu'à maintenant, on a démontré que ça a marché, expérimentalement et théoriquement, sur des molécules diatomiques, donc des molécules à 2 atomes, et donc des réactions chimiques très simples. Et maintenant, l'enjeu dans le domaine de l'autophotochimie, c'est de réussir à faire cela sur des molécules beaucoup plus complexes. Donc finalement, la portée de votre travail, c'est comprendre est-ce que c'est faisable pour des réactions avec donc des molécules qui peuvent être plus longues. Est-ce qu'on peut observer ces effets et qu'est-ce qui ferait que ça ne marche pas ? C'est ça la question. Est-ce que ça marche sur des molécules plus grosses ? Alors c'est plus complexe. Donc, molécules plus grosses, ça veut dire plus d'électrons, plus de noyaux. Plus d'électrons, ça veut dire plus de barreaux dans notre échelle, plus de niveaux d'énergie. Et donc là, moi, je pense qu'il y a un travail à faire sur quel barreau de l'échelle on veut viser. Si on veut qu'il y ait quelque chose, des effets d'interférence qui soient intéressants d'un point de vue chimique. Si on veut espérer induire une nouvelle réaction chimique, il faut réfléchir au pattern d'interférence, au motif d'interférence que l'on veut créer. Et donc, il faut réfléchir à quel barreau de l'énergie on veut viser. Et parce que tous les motifs ne sont pas forcément fructueux, c'est ça ? Oui. Ouais. Et plus grosse molécule, ça veut également dire plus de noyaux, plus d'atomes et plus de noyaux. Et là, c'est un vrai défi parce qu'il y a un couplage entre le mouvement des électrons et celui des noyaux. Alors ce couplage, on le veut parce qu'on veut induire une réaction chimique, donc on veut que les atomes bougent. Mais ce couplage, il veut également dire que, en pratique, les noyaux vont avoir tendance à détruire la cohérence électronique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la cohérence, elle est nécessaire au phénomène d'interférence. D'accord, donc finalement, plus on grossit,
plus il y a des probabilités qu'il y ait des voies qui soient des voies sans issue. Et en plus on se rajoute des perturbations du fait des noyaux voisins. C'est ça l'idée. C'est ça. Donc, c'est pas simple. Jusqu'à combien de molécules vous pouvez aller ou avant que ça fasse du bazar, si je résume? C'est difficile à dire parce que voilà, donc c'est des processus. Donc moi, je fais des simulations. Hein, c'est des processus qui sont pas simples à simuler parce que voilà, on a vu qu'on avait besoin d'un traitement quantique pour traiter la matière. Et donc, c'est des méthodes qui sont complexes, des calculs qui sont lourds. Et c'est plus ça pour l'instant qui nous limite pour explorer ce qui se passe ou pas. Alors, ce que je peux dire, par contre, c'est que on a fait des calculs totalement quantiques et après quelques femtosecondes, on a une destruction de la cohérence électronique. Sachant qu'une réaction chimique, pour qu'elle passe, il faut quand même plusieurs dizaines de femtosecondes pour les plus rapides. Et donc la question, c'est est-ce que en quelques femtosecondes, où on a eu pendant les premières femtosecondes, où on a eu une cohérence électronique, où on a eu des motifs d'interférence, est-ce que c'était suffisant pour induire ensuite quelque chose qui est nouveau par rapport aux états au niveau d'énergie individuelle? La fameuse complexité dont on parlait tout à l'heure. L'espèce de chose complexe qui n'est pas une moyenne de tout, qui est plus complexe. C'est ça. Ouais. Est-ce que ça a eu le temps de naître au début de cette réaction chimique? En tout cas, c'était présent au début de la réaction chimique. Est-ce que c'était présent pendant assez longtemps pour avoir un effet sur le long terme? Sur le long terme, on parle de réaction chimique sur des échelles de temps femtosecondes. Mais Oui, en gros, la question, c'est est-ce que l'amorce est suffisante? Ouais. Ou est-ce qu'il faut que ce soit maintenu tout le temps de la réaction pour vraiment arriver au résultat espéré? c'est ça. Alors, tout le temps de la réaction, c'est sûrement pas nécessaire d'aller jusqu'au produit de la réaction chimique. Mais voilà, jusqu'à où on a besoin de maintenir cette cohérence électronique pour avoir un effet. Alors, vous avez commencé à parler de calcul. Quels sont les outils dont vous disposez pour mener vos recherches? Ouais. Alors, il existe des codes, des programmes informatiques qui implantent des méthodes de chimie théorique. Nous-mêmes, on contribue aussi au développement de certains codes, mais on va utiliser des équations, les équations de Schrödinger, c'est l'équation de Schrödinger qui est en mécanique quantique. On va développer des méthodes qui permettent de résoudre ces équations parce qu'on ne peut pas les résoudre de façon analytique. Et ces méthodes-là sont ensuite implantées dans des codes que nous, on utilise, on contribue un petit peu également, qu'on utilise pour faire nos simulations de chimie quantique, de dynamique quantique. Alors, quand vous dites que ce n'est pas soluble par voie analytique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une solution comme quand on résolvait des équations au lycée, c'est ça C'est ça. Il faut faire des approximations. Exactement. Avec un crayon à papier, on n'arrive pas à avoir une solution exacte de l'équation. Et donc, il y a des approximations à faire. Et donc, il y a des différentes approximations qui mènent à différentes méthodes de simulation, plus ou moins approchées, qui coûtent plus ou moins. Donc, le coût, là, c'est le temps de calcul, en fait, hein, notre coût. Donc, il y a des simulations qui durent plus ou moins longtemps et qui nous permettent de traiter des molécules plus ou moins grosses. Et donc, vous pourriez, par exemple, nous donner un ordre de grandeur du temps de calcul en fonction de la taille d'une molécule, par exemple, ou d'une réaction que vous étudiez en ce moment? Ouais. Alors, je vais commencer par les méthodes les moins chères. Mais voilà, une réaction photochimique, donc c'est plusieurs dizaines, voire centaines de femtosecondes qu'on a besoin de simuler. Donc moi, je suis spécialisée dans les méthodes qui simulent l'évolution au cours du temps des noyaux et des électrons. Donc, et pour simuler plusieurs centaines de femtosecondes d'une molécule avec, je ne sais pas moi, une vingtaine d'atomes, il nous faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ah oui. Le calcul? Le calcul. Et ça veut dire que vous lancez la simulation, après vous partez en vacances et vous ne pouvez rien faire? Pas tout à fait. Oui, j'imagine. Mais il y a du temps d'attente. Les calculs prennent du temps. Ouais. Et pour le coup, quand on va regarder des phénomènes totalement quantiques comme celui de l'autophotochimie, on est avec des méthodes plus coûteuses. Ça nous prend plusieurs mois. Là, on va regarder des molécules qui sont plus petites. Une dizaine d'atomes, on est content. Et des échelles de temps le plus courtes possible, autant qu'on a besoin, mais ouais, c'est limitant.
Et moi, il y a une question là qui me vient en réfléchissant à ce que vous dites sur le fait d'aller vers des issues un peu différentes. L'idée, c'est d'aller vraiment à un endroit complètement opposé à ce qu'on peut avoir sans impulsion laser. Enfin, à quel point est-ce qu'on peut faire diverger les réactions, en fait? L'idée, oui, c'est soit de rendre des réactions photochimiques qu'on connaît aujourd'hui plus sélectives, de les rendre plus sélectives, qui nous permettent qu'elles soient plus efficaces, si elles avaient un rendement, disons, de 50%, d'augmenter le rendement. Et donc, il n'y avait seulement que 50% des molécules réactives qui donnaient le produit d'intérêt, de les rendre plus sélectives et donc de former peut-être 100% de ce produit. Donc, ça peut être un objectif possible. Ou alors, en effet, d'induire des réactions chimiques qui ne sont pas possibles à l'état fondamental, ni dans un état électronique spécifique. Et vu que ça n'existe pas encore, comment est-ce que vous arrivez à identifier les directions dans comment explorer les choses, en fait? Ouais. Alors, le calcul de dynamique va nous le dire, en fait. C'est lui qui va prédire l'évolution temporelle de la matière, de la molécule. Et donc, il va nous donner la réponse. Après, quand on regarde cette distribution des électrons au temps t égale 0, on peut avoir une idée de est-ce que potentiellement ça va être une réaction chimique qu'on ne peut pas faire dans le niveau d'énergie le plus bas ou certains niveaux seuls. Avec de l'intuition chimique, on sait que si on veut briser une liaison, cette excitation, elle devra, par exemple, diminuer la probabilité de trouver des électrons au niveau d'une liaison pour qu'elle soit plus facile à casser. Oui, d'accord. Donc vous créez des fragilités un peu de manière sélective, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je pense qu'il faut vraiment qu'on vise quel barreau d'énergie on veut exciter. Parce que sinon, ça va être en effet très difficile d'avoir quelque chose qui sera intéressant chimiquement. Surtout s'il faut 1 mois de simulation derrière chaque essai, à la fin on n'a plus de patience. C'est le moment d'apporter à vos oreilles son lot de vibrations énergiques. On se retrouve après la pause musicale. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se supermodernizar. Ela só samba escondida que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperto emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem? Que ela só me guarda a despeito, que ela só me guarda a desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ele me desfaz. Mas o que tem? Seu lado esquerdo do peito, no fundo a linda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela, que eu me cansei de cantar. E agora está só na dela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem? Que ela só me guarda a despeito, que ela só me guarda a desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem? Seu lado esquerdo do peito, no fundo a linda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que
tem, que ela só me guarda a despeito, que ela só me guarda a desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz, mas o que tem? Sei do lado esquerdo do peito, no fundo a linda me quer bem. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Osamo Cata de Frente de Pauline Croze et nous sommes de retour en plateau avec Morgane Vacher, chercheuse CNRS en chimie au laboratoire Sésame de Nantes Université. Alors nous le disions juste avant la pause, vous êtes théoricienne sur un sujet où notre imaginaire nous amène directement en salle de pratique avec des béchers et des pipettes graduées. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y a une approche expérimentale aussi de la photochimie? Alors oui, il y a des expériences en attophotochimie, en attochimie, en physique attoseconde. Elles ne ressemblent pas vraiment à celles des blouses blanches et des béchers, mais alors, on est plutôt dans la physique, en collaboration avec des physiciens des lasers, parce que voilà, créer ces impulsions, ces flashs lumineux de durée extrêmement courte, il y en a très peu en France et dans le monde qui sont capables de le faire. En France, il y a 3 groupes qui sont capables de faire ces impulsions-là. Donc, Ok, et vous avez des collaborations avec ces groupes? alors oui, je collabore avec un groupe qui est à Lyon, ILM, laboratoire ILM. Je collabore également avec un groupe à Londres qui sont capables de faire ce type d'impulsion. Et vous, est-ce que vous avez besoin des données expérimentales pour alimenter vos propres modèles? Pas directement, on travaille sur un peu 2 plans. D'un côté, c'est vraiment explorer, nous, l'attophotochimie avec des systèmes, des molécules qui nous paraissent prometteuses, avec des barreaux d'énergie qui nous paraissent prometteurs. Donc là, c'est plutôt nous qui allons guider un petit peu les expérimentateurs, expérimentatrices, avec des systèmes qui nous paraissent bien marcher. Pourquoi vous ne regarderez pas un petit peu cette molécule dans cette gamme d'énergie? On a l'impression qu'il peut se passer des choses intéressantes. Et un deuxième plan de nos travaux, en collaboration avec l'expérience, c'est plutôt de l'interprétation de mesures expérimentales lorsqu'ils étudient des réactions photochimiques ou avec des impulsions femtosecondes ou attosecondes. Ils observent ensuite un signal qui est souvent très indirect et pas facile à interpréter. Et là, on peut faire des calculs un peu en support pour les aider à interpréter leurs résultats expérimentaux. Oui, et j'imagine que dans ces signaux, il y a une difficulté d'interprétation aussi liée à ce que vous me disiez tout à l'heure sur les effets quantiques, avec ces différents motifs d'interférence qui finalement font que ce qu'on observe, ce n'est pas vraiment le phénomène en lui-même, mais c'est comment est-ce que les différentes réactions possibles ont pu interagir entre elles. Est-ce que c'est ça? C'est ça, et aussi, nous, dans nos simulations, on a vraiment l'accès à chaque pas de temps, à chaque instant de temps de la réaction photochimique, où sont les électrons, où sont les noyaux. Mais ce n'est pas ça qui est mesuré expérimentalement. Eux, ils vont venir avec souvent un deuxième flash lumineux, une deuxième impulsion, qui va venir soit ioniser la molécule, enlever un électron, et donc ils vont mesurer l'énergie cinétique de cet électron, ou alors mesurer un fragment qui a été, c'est peut-être cette deuxième impulsion a complètement cassé la molécule, et ils vont mesurer les fragments de la molécule qui mesurent au cours du temps. Et en fait, c'est assez indirect par rapport à la réaction photochimique en elle-même. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de confronter vos résultats avec une expérience qui pourrait comparer les deux, quoi. On essaye. On essaie quand même. Mais c'est pas facile. Ouais. Alors tout à l'heure, Sophie vous demandait justement par rapport aux durées de simulation, vous nous avez répondu que c'était quelques mois. Ouais. Est-ce que vous pouvez quand même en lancer plusieurs en parallèle, ou est-ce que c'est trop gourmand pour le calculateur? Oui, bien sûr. On peut lancer plusieurs calculs en parallèle. On peut travailler sur plusieurs projets, plusieurs réactions chimiques. Et donc, moi-même, on a accès à des centres de calcul qui sont assez gros. Moi-même, j'utilise le centre de calcul qui est présent, le centre de calcul régional qui est présent sur le campus de Nantes Université. Mais j'ai également accès aux centres de calcul nationaux pour pouvoir lancer le plus de calculs possible.
Vous en lancez combien en même temps des calculs, par curiosité? Alors, il faudrait que je compte moi et mon équipe, disons. Donc, avec moi, là, j'ai 3-4 doctorants, doctorantes, des postdoctorants qui travaillent. Chacun a ses projets, a plusieurs projets. Donc, on est, je sais pas, à une, ouais, on va dire à une vingtaine de réactions chimiques étudiées, sachant que voilà, ce qui est un peu trompeur, en fait, quand j'ai dit que ça prend des mois, c'est qu'il y a certaines approches où les calculs, alors, en approche mixte quantique classique, quand on fait une approximation classique d'une partie de la molécule, donc typiquement des noyaux, parce qu'ils sont plus lourds, donc ils vont se comporter de façon plus classique. Les électrons, ça, c'est pas possible. Quand on passe à un traitement classique, on perd cette description d'onde, on perd cette délocalisation, mais on essaye de la rattraper en faisant plein de calculs classiques, en fait. Et cela, on les fait en parallèle. Donc, en fait, typiquement, on fait une centaine de calculs en parallèle. Et ça, on peut les faire en parallèle pour essayer de reconstruire cette distribution, cette délocalisation des noyaux. Donc, le supercalculateur, on va dire, il bosse bien. Il bosse bien, il chauffe. Il chauffe beaucoup. Il consomme de l'électricité. Mais c'est pour le bien de la science et de la recherche scientifique. On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais avant une petite ouverture. Pour revenir au prix Nobel, on a parlé d'Anne Huillier tout à l'heure, on entend souvent de nombreuses applications à la physique attoseconde, de nouvelles mémoires magnétiques, des progrès dans la compréhension de phénomènes en physique fondamentale ou encore la synthèse de molécules pharmaceutiques via le contrôle des réactions chimiques. Est-ce que ce dernier point est en lien avec vos travaux? On a parlé de quantique tout au long de cette émission. Est-ce qu'il peut exister des crèmes quantiques, Morgane Vacher? Alors, on en entend parler. L'adjectif quantique est utilisé pour tout un tas de choses et sûrement à tort pour tout un tas de choses. Je pense que depuis le début de la mécanique quantique, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous paraît... Enfin, on a parlé de la superposition d'états, est-ce qu'on peut être à la fois mort et vivant en même temps? On a parlé de cette dualité onde-corpuscule, de cette discrétisation des niveaux d'énergie. C'est des concepts, c'est des principes intrigants, fascinants, mystérieux, et qui peuvent paraître des fois un petit peu magiques. Et donc assez naturellement, je pense que on a envie d'essayer de transposer ces principes-là à notre échelle, l'échelle des humains. Sauf que il faut bien se rendre compte de la différence d'échelle. J'ai essayé de donner quelques chiffres en début de l'émission. Les électrons, c'est 10-31 kg. Ils bougent sur l'échelle de l'attoseconde. Vous l'avez dit au début de l'émission, une attoseconde par rapport à une seconde, c'est la même différence d'ordre de grandeur qu'entre une seconde et l'âge de l'univers. Donc on est vraiment sur des échelles de temps, d'espace qui sont vraiment différentes aux nôtres. Et à peine on voit un peu plus gros, je l'ai dit tout à l'heure, les noyaux, ça nous arrive d'utiliser des approximations classiques pour les noyaux et ça marche relativement bien. Et les noyaux sont, 1000 fois plus gros qu'un électron, mais ils restent à 10-26, 10-27 kg. Ils bougent sur l'échelle de temps de la femtoseconde. Donc c'est juste pas notre univers à nous. Et donc malheureusement, non. Ça ne marche pas. Ce n'est pas les mêmes règles et une crème quantique ne va pas faire grand-chose a priori. Non. Jérémy? Peut-être juste pour rebondir sur ta question, Sophie, est-ce que justement dans les réactions que vous étudiez, il y a quand même la volonté de mettre au point par exemple de nouvelles molécules pharmaceutiques? Enfin, c'est les types de réactions que vous étudiez, est-ce qu'il y a déjà une idée un peu de l'application que ça pourrait avoir derrière? Alors non, on est vraiment à une étape très fondamentale. Après, il existe plusieurs grandes familles de réactions photochimiques qui sont des isomérisations, des électrocyclisations ou des dissociations de liaisons. Et donc, on essaye de tester les différentes familles et ces familles-là sont utilisées dans les différents domaines, que ce soit la médecine ou la transition énergétique, mais on en est très loin de l'application. Et on est encore à un stade très fondamental. C'est le début, finalement. Le prix Nobel, il date de 2023. Alors, il récompense des recherches antérieures, mais c'est un jeune sujet de recherche, on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Ouais. Donc, encore plein de choses à découvrir et j'espère que vous reviendrez nous en parler au Labo des Savoirs. Ce sera avec plaisir. Merci
Merci beaucoup à Morgane Vacher, chercheuse CNRS en chimie au laboratoire Sésame de Nantes Université. Toutes les sources utilisées pour préparer cette émission seront en description du podcast. Une émission préparée et animée par mon cher ami Jérémy Frexas et moi-même Sophie Potvin, que vous pouvez écouter sur vos applications. Retrouvez-nous sur le labodesavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à vous, Sophie et Jérémy.